Vous présentez l'intervenant suivant. Donc, l'intervenant suivant est un cardiologue interventionnel qui est à Henri Mondor de Créteil. C'est Emmanuel Bégère qui nous parlera de la fermeture de l'auricule gauche, indication et faisabilité. Et alors, il t'a dit, voilà, voilà, apparaît sur l'écran. Vous avez la parole. Bonjour à tous et je vous remercie de votre invitation. Donc, vous avez ma présentation ou je dois partager mon écran? Partagez votre écran. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors... Est-ce que c'est bon? Non, on n'a pas votre présentation. Ah. Est-ce qu'elle s'affiche chez moi? Je n'ai pas reçu là, oui, c'est bon. Voilà. Bon. Alors, je relance le diaporama. S'il vous plaît. Voilà. C'est bon? C'est parfait, merci. Voilà. Donc, juste, je vous remercie encore une fois de votre invitation. Je regrette de ne pas être dans cette magnifique salle là, de l'Académie de chirurgie. Je rebondirai juste sur deux petits points concernant la présentation précédente, qui est les points de vue d'histoire, hein, qui sont toujours intéressantes et qui, je pense, intéressent aussi l'Académie. C'est quand on se promène ailleurs en Europe, et notamment au Danemark, par exemple, en tant que Français, on se fait toujours alpaguer, puisque on fait commencer l'histoire du TAVI par l'équipe de Alain Cribier, qui a été évidemment pionnière pour les implantations humaines, mais tous les brevets ont été déposés par un Danois, qui est un cardiologue interventionnel et d'ailleurs chirurgien, qui s'appelle Henning Andersen, qui a déposé les premiers brevets et fait les premières présentations sur les modèles animaux après plusieurs refus à l'ESC il y a donc presque 25 ans. C'est le premier point. Et deuxième petit point de correction pour M. Gangebach, Jacques Seguin, en fait, était chirurgien à l'AP, puisqu'il était à Mondor quand il a déposé les brevets et inventé la valve. Voilà, juste pour l'histoire. Donc, je vais vous présenter un sujet qui est à la fois rythmologique, j'allais dire, qui reprend une partie de la problématique de l'AFA et interventionnelle cardiologique, puisqu'il s'agit de faire le point sur une technique entre guillemets nouvelle, mais qui est plus si nouvelle que ça, qui est la fermeture de l'auricule gauche dans une approche de prévention des accidents vasculaires cérébraux dans l'AFA non valvulaire. Donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure, la fibrillation atriale est une explosion, j'allais dire, une pandémie mondiale avec un nombre de cas qui va augmenter, à la fois lié au vieillissement de la population et au fait que les patients survivent à leur pathologie cardiaque, et que la prévalence augmente de façon exponentielle avec l'âge. Et parmi effectivement les principaux risques liés à la fibrillation atriale, eh bien, il y a l'accident vasculaire ischémique. Comme ça a été rappelé tout à l'heure par le docteur Ventrobe, il y a effectivement un surrisque majeur de faire un AVC quand on est en fibrillation atriale. Et cette part d'imputabilité à la FA dans les AVC ischémiques augmente grandement avec l'âge. Alors, quand on regarde quel est le traitement préventif des AVC dans l'AFA, toutes les recommandations sont largement en faveur de l'utilisation des anticoagulants, en particulier des anticoagulants oraux directs, quasiment dans toutes les indications de l'AFA, quel que soit pratiquement le niveau de risque. On a parlé tout à l'heure du score SHATS-VASc, qui est un score qui évalue essentiellement le risque embolique lié à l'AFA, donc qui va de 1 à 9. 9 étant le plus haut risque, 1 étant le plus bas risque. Et à part les patients qui ont vraiment le SHATS-VASc le plus bas, c'est-à-dire un score égal à 1, où la recommandation est de grade 2A, donc vous voyez, on peut même discuter les anticoagulants. Toutes les autres niveaux de risque, la recommandation officielle est de mettre le patient sous anticoagulant pour prévenir le risque d'AVC. Alors, dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est une maladie du sujet âgé. Vous voyez ici le pourcentage de patients au fil du temps qui abandonnent le traitement anticoagulant ou qui sont encore sous traitement anticoagulant. Et vous voyez qu'en moyenne, vous avez à peu près 50% des patients après 3 ans qui nécessiteraient donc une indication formelle aux anticoagulants qui soit ont arrêté, soit n'ont pas reçu les anticoagulants. Alors, si on regarde la différence
en fonction du risque d'accident vasculaire cérébral. Ceux qui ont un Shatz-Vasc à 6, un Shatz à 6, c'était le score antérieur au Shatz-Vasc, et donc le score le plus élevé. Bon, ils abandonnent un peu moins le traitement anticoagulant que ceux qui ont un Shatz à 0 ou 1, mais vous voyez qu'en moyenne, c'est énormément de patients qui, pour des tas de bonnes raisons, hein, généralement des complications hémorragiques, des difficultés à prendre le traitement, se retrouvent donc sans protection pour l'accident vasculaire cérébral. Alors le rôle de l'auricule là-dedans, si on simplifie le concept, si je puis dire, bien sûr, l'oreillette ne se contracte plus, il y a une stagnation du produit de contraste, donc facilité à former un caillot qui va partir dans la circulation, et si ça part bien sûr dans une artère cérébrale, ça va générer un accident ischémique. Alors, quand les gens se sont intéressés de près à la génération des emboles à partir de la cavité cardiaque auriculaire, en général, les études autopsiques et les études d'échographie, quand elles retrouvent un thrombus, qui est assez fréquent sur des patients en FA, eh ben, dans 90% des cas, ce thrombus se retrouve, est présent dans l'auricule gauche, ce qu'on peut comprendre dans la mesure où c'est une structure très trabiculée, où il y a vraiment une circulation sanguine qui est très ralentie, surtout sur les patients en FA. Mais on peut aussi imaginer qu'on les retrouve là parce que les caillots qui se seraient formés éventuellement sur la valve vitrale, sur la paroi de l'oreillette, on a dit que dans la FA, notamment chez les FA chroniques, toute la paroi est malade, hein, l'endothélium de la paroi auriculaire est pathologique également, donc le lieu exclusif de thrombus dans la FA n'est pas l'auricule, mais c'est quand même une zone particulièrement favorable à la formation de caillots susceptibles d'emboliser dans la circulation cérébrale. Et c'est une idée ancienne, puisque le premier à avoir évoqué ce sujet est un chirurgien dans les années 40 et qui avait proposé comme traitement des embolies artérielles récidivantes et récurrentes de faire une intervention pour faire une résection de l'auricule gauche. Donc, vous voyez que c'est une idée, le lien, j'allais dire, auricule, embolie systémique ou cérébrale est une idée ancienne. Et ça avait été publié donc en 1949 dans le journal de l'Association américaine de médecine. Alors, la fermeture de l'auricule par technique percutanée, évidemment, ça reprend la même idée, enfin les mêmes concepts, si on s'affranchit de la nécessité d'une chirurgie à thorax ouvert. Le concept général de la technique, c'est de faire un abord veineux, de faire une ponction transseptale avec un cathéter, avec ce cathéter d'aller cathétériser l'auricule gauche sous contrôle à la fois de l'imagerie à rayon X et sur le contrôle de l'échographie transœsophagienne. C'est pour ça que le malade est endormi avec une anesthésie générale, c'est essentiellement pour tolérer la sonde de TO. Sinon, sur le plan de l'invasivité, du côté invasif, se limite à une ponction de la veine fémorale. Et puis, il y a maintenant différents dispositifs qu'on va venir positionner au niveau de l'auricule, que je vais vous montrer un petit peu plus en détail, qu'on va, une fois que le positionnement est contrôlé par l'échographie, la radiologie, on va pouvoir libérer et obtenir une occlusion de cet auricule et éviter donc le départ d'embol de cette zone auriculaire. Alors actuellement, il y a plusieurs dispositifs. Je vais vous montrer deux dispositifs principaux. Le tout premier s'appelait le plateau. Et on remonte à déjà il y a une vingtaine d'années, la société avait fait faillite et ça avait arrêté complètement le développement de ces dispositifs. Il y a maintenant deux sociétés qui sont Boston et Abbott, qui ont développé chacune leur système. Le premier, c'est le Watchman, qui est en fait, vous voyez, en forme de parachute, avec une membrane en nylon sur un support en nitinol auto-expansible. Donc, c'est serti dans le cathéter, c'est libéré par retrait de la gaine. À ce moment-là, le système s'expand et l'étanchéité et la fermeture de l'auricule se fait grâce à cette membrane. L'évolution du système a consisté à refermer les pieds de cette prothèse pour éviter les traumatismes du fond de l'auricule avec des risques évidemment d'épanchement péricardique. Et donc, ils ont tout simplement transformé
se parachute en bouchon de champagne, en repliant les pieds du dispositif, et ça s'appelle le Watchman Flex. L'autre système, c'est un système en deux parties qui sont liées l'une à l'autre, légalement en nitinol, donc tout à fait compressible et sertissable dans une gaine. Et la partie qui va rentrer dans l'auricule s'appelle le lobe, c'est ce qui va permettre la fixation du dispositif. Et ce lobe, mis en profondeur de l'auricule, va maintenir en traction le disque qui va faire l'occlusion de l'entrée de l'auricule. Ce système s'appelle l'amulette dans sa dernière version. Alors, qu'est-ce qu'on a comme preuve de concept de cette technique? Alors, vous voyez que ce n'est pas si récent que ça, puisque le premier essai randomisé, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, ça remonte à 2009, donc il y a presque 15 ans. Et c'est l'essai Protect AF. Donc, c'est des patients qui ont été randomisés. Donc, il y avait un SHATS supérieur ou égal à 1, donc des patients à bas risque, qui n'avaient pas de contre-indication aux anticoagulants, et donc ont été randomisés soit par anticoagulants, à l'époque c'était donc de la warfarine, des antivitamines K, ou bien alors fermeture par ce système, le Watchman, le premier des deux systèmes que je vous ai montré. L'objectif statistique sur le critère de AVC, embolie systémique, décès cardiovasculaire était de démontrer la non-infériorité du bras dispositif médical par rapport au traitement anticoagulant, qui est encore une fois le traitement de référence pour la prévention des AVC. Donc c'était comme 700 patients randomisés, et on a maintenant un recul de 4 ans. Enfin, les résultats à 4 ans ont été publiés pour ce système. Et vous avez ici en vert la courbe d'évolution de l'intervention sur le critère d'efficacité. Encore une fois, c'était les AVC, les embolies systémiques et les décès cardiovasculaires, et le groupe contrôle. Vous voyez qu'au fil du temps, vous avez initialement un peu plus d'événements dans le groupe intervention qui sont liés en fait à des événements qui se produisent au moment de l'intervention. Et puis, à partir on va dire de 8 mois, les courbes se croisent. Et vous n'avez plus bien sûr d'événements liés à l'intervention, vous avez très peu d'événements liés au dispositif lui-même, alors que vous avez toujours des événements d'AVC et d'embolie systémique et de décès dans le groupe anticoagulant. C'est exactement la même chose pour la tolérance, c'est-à-dire les safety, c'est-à-dire les complications. Vous avez initialement des complications du dispositif qui surviennent au moment de la pause. Ça peut aller de l'embolie du dispositif, exceptionnel, mais dans ces toutes premières études, il y en avait quand même 1%. Ça peut être les épanchements péricardiques, ça peut être des saignements. Et au fil du temps, bien sûr, il n'y a plus de problème de safety lié au dispositif. En revanche, au fil du temps, vous avez les complications, notamment hémorragiques du traitement anticoagulant, qui finissent par progresser et rejoindre les problèmes de safety du groupe fermeture. Donc, la conclusion de cette étude, c'est que le Watchman, donc le dispositif, était non inférieur au traitement par antivitamine K sur le critère principal, on va dire anti-embolique, et que sur le plan des événements indésirables, c'était non inférieur. Alors, quand on regarde dans le détail, vous verrez après, je vous montrerai sous forme simplifiée. Sur le plan des accidents ischémiques cérébraux, le bénéfice, l'odd ratio n'est pas tellement en faveur de l'intervention, c'est plutôt légèrement en faveur du groupe contrôle, c'est-à-dire du groupe anticoagulant. En revanche, on gagne beaucoup sur le risque des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, puisqu'il n'y en a virtuellement aucun dans le groupe intervention, alors qu'au fil du temps, vous avez des accidents hémorragiques liés aux anticoagulants qui apparaissent. Donc le gain essentiellement là-dessus. La FDA, avant d'autoriser le remboursement, a demandé une étude complémentaire également, donc, qui est la seule autre donnée randomisée qu'on a à disposition, qui est l'étude Prevail, parce qu'ils trouvaient que les patients qui étaient inclus dans la première étude étaient vraiment des patients à faible risque, donc ils voulaient des patients un peu plus sévères, et qu'il y avait quand même des écarts des intervalles de confiance un peu trop importants dans la première. Donc, ils avaient redemandé une étude complémentaire. Donc, ils ont re-randomisé 400 malades en 2 pour 1 sur le même critère.
Et là, les résultats n'étaient pas mauvais, c'est-à-dire qu'il y avait, mais n'atteignaient pas le seuil de non-infériorité, essentiellement parce qu'il y avait finalement très peu d'événements dans l'ensemble de la population, que ce soit le groupe traitement médical ou le groupe device. Donc, quand on est un peu dans ces situations-là, vous le savez, on fait une méta-analyse. Donc, ils ont repris l'ensemble des résultats sur les données individuelles de ces 2 seuls essais randomisés qu'on a. Vous verrez qu'il n'y en a pas d'autres, en fait. Pour pouvoir tirer des conclusions. Alors, quelles sont les conclusions de ces essais, de cette méta-analyse? C'est qu'en termes d'efficacité, ça penche légèrement en faveur du Watchman, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche de cette ligne. Pour ce qui est des accidents ischémiques, les anticoagulants font probablement un peu mieux que la fermeture d'auricule par une prothèse. Par contre, sur les accidents hémorragiques, et notamment les accidents hémorragiques cérébraux, évidemment, c'est essentiellement là-dessus, la réduction de ces événements-là, que le dispositif est gagnant par rapport à un traitement par antivitamine K. Et ensuite, sur les décès, il y a une légère différence, mais qui est non significative. Donc, la conclusion à ce stade était que le Watchman peut être une alternative aux anticoagulants sur la prévention des accidents ischémiques en faisant probablement un peu moins bien, mais un peu mieux sur les hémorragies. Mais avec le problème de ça, c'est que l'intérêt pour les patients au moment où ces études ont été publiées, c'est que le traitement de référence n'était plus les antivitamines K, comme vous le savez, mais les anticoagulants oraux directs ont un rapport risque-bénéfice qui sont meilleurs que ceux que les AVK, notamment sur le risque hémorragique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en France? On a fait un registre avant l'autorisation de remboursement, où on a regroupé les 36 centres qui avaient démarré cette activité, ce qui a représenté à peu près 800 malades. Et on a évalué, donc ça c'est un registre, bien sûr, on n'avait pas de groupe comparateur. Vous voyez que la moyenne d'âge des patients inclus était de 75 ans, des malades tous assez sévères, avec des antécédents d'accidents ischémiques cérébraux, avec des antécédents d'accidents hémorragiques. Et quand on regarde quels patients on faisait en France, encore une fois, c'était avant l'autorisation, c'était essentiellement des patients qui avaient des contre-indications au traitement anticoagulant parce que soit un risque hémorragique trop élevé, soit une complication hémorragique liée au traitement anticoagulant préalablement suivi. Alors, le résultat était globalement bon. Vous aviez un taux d'AVC annualisé dans cette population à haut risque qui était de 3,3%. Si on compare au risque attendu par rapport au score Schatz-Vasc des patients, encore une fois, méthodologiquement, on peut discuter tout à fait cette approche. Ce n'est pas un randomisé, hein, c'est par rapport au risque attendu d'accident ischémique. On avait une réduction d'environ 60% du risque attendu. Ce qui a permis, in fine, que les autorités de santé en France ont autorisé le remboursement et ont créé l'acte pour la fermeture de l'auricule, et l'évaluation de ce dossier par la Haute Autorité de Santé a conclu qu'il ne fallait pas le proposer en alternative aux anticoagulants pour des gens qui peuvent prendre des anticoagulants, mais le limiter aux gens qui ont une contre-indication formelle et définitive au traitement anticoagulant, contre-indication qui doit être validée par le spécialiste d'organes. J'entends par là que si c'est une hémorragie digestive ou une complication hémorragique digestive, un gastro-entérologue doit avoir confirmé la contre-indication formelle. Puisque si le risque hémorragique digestif est traitable chirurgicalement, par exemple, ce n'est plus une contre-indication définitive. Pareil, si c'est un risque hémorragique ou une contre-indication au traitement anticoagulant neurologique, c'est un neurologue qui doit valider l'indication. Et sur des patients qui ont un score de risque ischémique élevé, c'est-à-dire le Schatz-Vasc supérieur ou égal à 4, ce qui met le risque, le risque environ de entre 6 et 7% annualisé d'AVC. Et donc, ils ont assujetti cette autorisation à la réalisation d'un deuxième registre post-inscription sur la liste des produits remboursables, qu'on a appelé, donc le premier s'appelait FLAC et on a appelé le deuxième FLAC 2, qu'on a terminé avec un suivi de 1 an avec les 2 prothèses disponibles. Là, les résultats sont en cours de publication, mais montrent à peu près les mêmes résultats que FLAC 1.
puisque finalement, c'était à peu près les mêmes patients. Mais vous voyez qu'on a eu une autorisation sur des essais randomisés pour une population qui finalement n'était pas celle des essais randomisés. Donc, on peut discuter de cette approche. Voilà pourquoi il y a un certain nombre de perspectives qui se posent et de questions d'un accord résolu. C'est que finalement, comme je vous l'ai dit, le traitement des études randomisées, c'est les antivitamines K. Alors, ce n'est plus le traitement de référence pour les préventions des accidents emboliques de l'AFA. Donc, on n'avait pas de data avec les AOD. On a juste pour l'instant une petite étude, on a une donnée de Rogis que je ne vais pas vous montrer pour pas que ce soit trop long, mais il y a une petite étude randomisée qui s'appelle PRAG 17, qui a aussi publié un suivi à 4 ans, et celle-là, elle est randomisée versus donc AOD versus fermeture. Et vous voyez, c'est une petite étude avec 200 patients par groupe, et les résultats semblaient plutôt favorables. En tout cas, il y a le seuil de non-infériorité entre la fermeture de l'auricule gauche et le traitement anticoagulant était atteint, puisqu'on avait moins d'événements dans le groupe fermeture que dans le groupe AOD. Alors, les événements, hein, c'était les décès, les AVC AIT, avec toute la difficulté de qualifier les AIT, les embolies systémiques, les décès cardiovasculaires et les hémorragies. Donc, tout ça a été mis ensemble. Et quand on met tout ça ensemble sur ce suivi qui est correct à 4 ans, mais avec une petite population, il semble que le bénéfice de la fermeture persiste avec les anticoagulants oraux directs, comme on l'a vu dans les antivitamines K. En revanche, quand on regarde l'effet stricto sensu sur les AVC ischémiques ou les accidents ischémiques transitoires, vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. On gagne essentiellement sur la prévention des complications hémorragiques. Donc, on attend 2 grosses études qui, malheureusement, comme elles ont démarré très tard dans l'histoire de la fermeture, sont maintenant très difficiles à faire, notamment en France. On a beaucoup de mal à inclure les patients dans ces essais qui visent à randomiser sur une plus large cohorte. Donc, il y a l'étude Catalyst, l'étude Champion, avec chacun des 2 dispositifs. Donc, il y a une étude faite par Abbott, une étude faite par Boston, qui randomise fermeture d'auricule avec leur propre dispositif versus AOD direct. Pour l'instant, grosse difficulté d'inclusion dans ces études, mais qui se poursuivent. Donc, on espère quand même qu'on finira par avoir une réponse formelle sur cette question précise du traitement de référence. Vous avez bien compris qu'en France, ce n'est pas ces patients-là qu'on fait, puisque pour pouvoir fermer un auricule en France et être remboursé, il faut que le patient ait une contre-indication aux anticoagulants. L'autre question qui rejoint un peu celle-là, c'est finalement, on n'a jamais évalué réellement le bénéfice de la fermeture chez des patients qui ont une contre-indication aux anticoagulants. Donc là, il y avait une étude aussi qui a démarré malheureusement tardivement, qui s'appelle ASAP2, qui randomisait fermeture d'auricule gauche chez des patients contre-indiqués au traitement médical et qui était traitement médical optimal en fonction de la raison pour laquelle ils avaient une contre-indication, à savoir est-ce qu'on peut mettre un peu d'aspirine, un peu de ceci, un peu de cela, ou voire rien du tout. Et là aussi, ASAP2 a inclus 500 patients et a dû interrompre ces inclusions parce que par la difficulté à randomiser des patients dans cette indication-là, à la fois à cause des patients, bien sûr, qui ne souhaitent pas, qui connaissent la technique, et des médecins référents qui souhaitent pas, qui préfèrent évidemment que les patients soient fermés plutôt que laissés sans aucune prévention du traitement de prévention d'embolie. Après, il y a d'autres choses que je n'aborderai pas ici. C'est la place de la fermeture d'auricule dans les suites de l'ablation de FA, hein, puisqu'on fait un transseptal pour faire l'ablation de FA, qui nécessite comme la poursuite des traitements anticoagulants. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire l'ablation de FA et puis en fin de procédure de fermer l'auricule pour qu'on puisse éventuellement interrompre les anticoagulants? C'est une étude qui s'appelle Option. Les inclusions sont finies, on attend les résultats. Puis après, bon, il y a d'autres études sur la comparaison des systèmes. Donc en conclusion, je voulais vous dire que la fermeture d'auricule gauche, c'est une alternative en France au traitement anticoagulant pour les patients FA, notamment sur ceux qui ne peuvent pas avoir sans risque élevé un traitement anticoagulant. C'est limité aux patients qui ont un SHATS-VASc supérieur ou égal à 4, ce qui est
qui est assez illogique et totalement arbitraire, parce que si le patient a réellement une contre-indication au traitement anticoagulant, on devrait pouvoir le fermer finalement, quel que soit son score Schatz-Vaz, puisque les recommandations des sociétés savantes disent que quel que soit le score Schatz-Vaz, qu'il faut mettre un traitement anticoagulant. Donc si jamais l'Académie pouvait donner son opinion là-dessus, ce serait certainement utile. Donc il reste à identifier la population cible et de bien randomiser ceux qui vont tirer le plus bénéfice de cette stratégie-là. Il y a beaucoup de discussions avec les gériatres, avec toutes ces populations fragiles qui posent des problèmes pour le traitement anticoagulant au long cours. Et donc, compte tenu de ces questions qui restent en suspens, et notamment sur quel traitement anticoagulant faire au décours de la procédure, il faut bien sûr poursuivre les essais et les études sur ce sujet. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Voilà, présentation très intéressante à deux points de vue. Bien évidemment, l'aspect physiopathologique et le traitement physiopathologique de cette anomalie auriculaire. Et puis aussi, parallèlement, les relations avec les autorités de santé pour l'utilisation et la succession des études qui ont été réalisées. Cet aspect-là m'a également beaucoup intéressé. Donc, on peut peut-être discuter séparément sur ces deux sujets. Est-ce que vous avez… Oui, Grandbach ? Merci de votre exposé. Deux questions. Est-ce qu'on peut mettre ces dispositifs dans des très grosses oreillettes, par exemple l'oreillette heptasique ou l'orifice d'entrée dans l'auricule est grand? Deuxième question, est-ce qu'il y a des risques de migration dans ces dispositifs? Oui, je pose la question sur les caractéristiques morphologiques du choix des indications. Alors, voilà, ça va peut-être échapper, mais je… Oui. Alors, oui, tout à fait. Bonjour, Monsieur Grangebach. Bien sûr, les dispositifs actuels ne permettent pas de fermer des auricules, on va dire, de plus de 40 mm. Ce qui est assez exceptionnel dans notre expérience. On a parfois des auricules, notamment avec des orifices d'entrée énormes. C'est souvent chez des patients en fait, qui ont des FA d'origine valvulaire, notamment mitrale. Et normalement, on ne rentre pas dans les indications puisqu'il est précisé que la FA doit être non valvulaire. C'est un tout petit peu arbitraire, j'en conviens, mais c'est comme ça que c'est formulé. Quand on a un orifice très large, on peut se positionner plus profondément dans l'auricule. Donc, on laisse une petite partie dans l'entrée de l'auricule, mais on ferme le fond de l'auricule, là où il y a différents diverticules qui peuvent être la source d'embolie. Alors, il y a maintenant toute une littérature d'ailleurs sur risque embolique et anatomie de l'auricule. Effectivement, il y a on va dire en gros, plus l'auricule est complexe et tortueux, plus le risque embolique semble élevé. Les très gros auricules ne sont peut-être pas ceux qui ont le plus de risques, puisque finalement, il y a une circulation à corps dedans. Et les petits auricules avec plein de petits récessus semblent être plus à risque. C'est des données essentiellement morphologiques et… Oui, c'est des données de scanner, et qui essaient de corréler c'est des données essentiellement issues du scanner, donc il y a tout un florilège, les chambres à air, les champignons, les ailes de poulet, enfin il y a toute une description sur les formes d'auricules. Moi, avant de m'intéresser à la fermeture de l'auricule, je n'étais pas spécialement intéressé à toutes les variations de formes, mais il y a plein de formes dans les auricules, mais les chirurgiens cardiaques doivent bien le savoir. Effectivement, il y a des formes plus à risque d'embolie que d'autres. Merci, oui, bien sûr. Pour le béotien que je suis, deux questions. Première question, à quoi sert un auricule à l'état normal? Alors, À quoi a-t-on un auricule? Alors, et deuxième question, c'est une fois que vous avez mis votre dispositif dans l'auricule, est-ce que ça gêne la cautérisation, les foyers d'ectopie? Alors, oui, très beau. Alors, à quoi sert l'auricule? C'est une bonne question à laquelle je ne m'étais pas vraiment intéressé avant et finalement, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Certains ont dit que ça pouvait être une espèce de vase d'expansion pour les variations de volémie. Bon, je ne suis pas très sûr de ça. En pratique, on peut tout à fait se passer de son auricule, hein, et d'ailleurs, les chirurgiens le savent bien. Normalement, dans les recommandations, notamment sur les patients mitraux, on recommande de faire maintenant une ligature d'auricule. Il y a différents systèmes qui existent aussi pour notamment d'atricure qui permettent de clamper
l'auricule. Donc, a priori, ça n'a pas de rôle fonctionnel évident. Ce n'est pas une zone particulière de sécrétion de facteurs natriurétiques cardiaques. Donc, à part, encore une fois, peut-être une espèce de système d'amortissement des variations de volémie de l'oreillette, on ne sait pas très bien sur le plan embryonnaire et physiologique à quoi ça sert. Excusez-moi, la deuxième question. Ah oui, alors pardon, pour l'ablation, c'est une très bonne question qui pose problème, puisque comme je vous l'ai dit, les rythmologues sont très intéressés éventuellement d'avoir un système qui permettrait de s'affranchir en partie du traitement anticoagulant en fermant l'auricule, puisque eux, ils sont dans l'oreillette gauche pour faire leur procédure. Alors, c'est évident que les systèmes, oui, c'est une gêne pour faire l'ablation, notamment de la veine pulmonaire supérieure gauche, qui est juste attenante à l'auricule. Et quand on met notamment le système amulette, qui a un disque, si le disque est un peu grand, il peut venir sur le ridge, là, entre la veine pulmonaire et l'auricule, et gêner l'ablation. Donc, en général, on ferme l'auricule quand tout ce qui est stratégie de traitement de l'AFA a déjà été faite et qu'on en est au stade où on n'a plus d'options interventionnelles rythmologiques dans l'AFA. Oui, donc une dernière question sur l'autre aspect, l'aspect réglementaire. Actuellement, c'est remboursé. Donc Alors, oui, tout à fait. Donc, ça a eu un premier remboursement avec les critères que je vous ai mentionnés, c'est-à-dire au risque embolique, c'est-à-dire, bon, c'est basé sur le score de Schatz-Vas qui est supérieur ou égal à 4, et contre-indication formelle aux anticoagulants pour les FA non valvulaires. C'est formulé comme ça. Et le remboursement vient d'être renouvelé là, pour 4 ans cette année. Bon, donc la question que je vais poser n'est plus d'actualité, mais pour revenir un petit peu en arrière, parce que c'est intéressant dans d'autres domaines de développement de dispositifs médicaux, lorsque vous avez fait le registre et que vous avez interprété les résultats du registre, est-ce que vous avez la possibilité de vous comparer aux bras issus de la randomisation des 2 études Prevail et Protect FA, alors on appelle ça maintenant des jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on peut, ou en anglais synthetic control arms, c'est-à-dire qu'on peut créer donc un bras de comparaison qui est complètement accepté à partir du moment où il est issu lui-même d'une étude randomisée par rapport à ce que vous avez obtenu avec votre registre, à condition évidemment que les critères d'inclusion puissent être les mêmes. Oui, alors, mais justement, c'est que les critères d'inclusion étaient pas du tout les mêmes, puisque par définition dans le registre, puisqu'ils étaient randomisés traitement anticoagulant versus device, c'est qu'ils n'avaient pas de contre-indication au traitement anticoagulant. Donc, c'était des patients globalement à plus faible risque, alors que nous, les patients inclus en France, étaient des patients beaucoup plus âgés, beaucoup plus comorbides, avec des antécédents nombreux d'accidents hémorragiques liés aux anticoagulants. Donc, on pouvait difficilement les comparer, j'allais dire, au bras traitement anticoagulant. On est parti du principe que ces patients étaient à plus haut risque embolique. Ils n'avaient pas d'alternative au traitement anticoagulant et que donc on pouvait approximer a priori, mais ça demandait une vérification, c'était l'objet de l'étude ASAP2, qu'il tirerait bénéfice d'une stratégie de prévention des AVC. Merci. Plus que les autres, puisqu'ils sont à plus haut risque. Mais tout ça demande à être vérifié, bien sûr. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir livré ton expérience, qui est unique, on en a bien conscience. Et quelle est la complication que tu redoutes quand tu démarres une intervention de ce genre? Alors, celle qu'on redoute, la question a été posée tout à l'heure. Bien sûr, il y a eu des embolisations. Bien sûr, il y a plein d'études qui montrent qu'avec le temps, l'expérience des centres et des opérateurs, la planification de l'intervention avec les imageurs qui font le scanner et les échographistes, cette complication diminue, mais il y avait 1% d'embolie. Dans plus de la moitié des cas, les prothèses peuvent être récupérées avec des lassos, mais c'est quand même pas très simple. Et il y a eu au moins, dans l'expérience initiale française, un patient qui a eu une prothèse qui est allée s'enclaver dans la mitrale et l'évolution a fini par être fatale. Il a fait une insuffisance mitrale aiguë. Enfin bon, ça a été une catastrophe. Donc ça, c'est à mon avis la complication la plus sévère, mais très rare, notamment dans les derniers essais. Et on peut avoir des effusions péricardiques, parfois per procédure,
Là aussi, ça a beaucoup diminué, donc qui peuvent aller jusqu'à la tamponnade. Mais parfois, bizarrement, quand le patient revient à un contrôle 2 ou 3 mois après, on s'aperçoit qu'il a un épanchement, qui est probablement lié à une irritation de la paroi de l'auricule, qui est quand même fine. Bon, généralement, c'est drainé par voie percutanée, mais c'est la deuxième complication sévère. Et puis le troisième point qui est non résolu, c'est les thromboses sur prothèse, c'est-à-dire que ces patients ont des contre-indications anticoagulants, souvent aux antiagrégants, et quand on les recontrôle de façon systématique, et c'est recommandé par l'HAS à 4 mois, on fait un scanner ou une ETO, on trouve des thrombus parfois sur la face auriculaire de la prothèse. Et bien sûr, a priori, ça augmente le risque de faire un AVC à partir de la prothèse. Et ça, on ne sait pas encore très bien comment gérer ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.